L'enveloppe m'attendait sur notre lit quand je rentrais du travail. Un papier parfaitement plié, avec l'écriture élégante de ma femme en travers du haut. Règle de la chambre à coucher. Je la fixai longuement, me demandant si c'était une blague ou une suggestion de jeu de rôle. Quand je l'ouvris, ma confusion se transforma vite en incrédulité. Immédiatement applicable, indiquait le haut en lettres grasses. Ce qui suivait était une liste numérotée de 15 règles régissant chaque aspect de notre vie intime. Règle numéro 1, intimité uniquement les mardis et samedis entre 21h et 22h30. Règle numéro 2, pas d'initiative spontanée sans un préavis écrit de 3 heures. Règle numéro 3, pas de position excepté les 3 draps spécifiquement approuvés. La liste continuait en détaillant tout, de la durée acceptable aux protocoles obligatoires de douche, et même les mots que j'avais le droit de prononcer. 5 ans de mariage, et soudain j'avais besoin d'une permission écrite pour toucher ma propre femme. Je m'assis au bord de notre lit, relisant ces exigences ridicules. La règle numéro 11 attira particulièrement mon attention. La performance sera évaluée hebdomadairement avec des formulaires de retour. Était-ce la même femme qui, il y a 2 ans, me tirait encore malicieusement dans les placards lors des repas de famille? J'entendis sa voiture se garer dans l'allée. Au lieu de l'affronter tout de suite, je glissai la liste dans ma poche. Au dîner, elle me lançait des regards expectants, attendant que je l'évoque. J'évitai délibérément le sujet, parlant du travail et lui demandant comment s'était passée sa journée comme si de rien n'était. Ses doigts tambourinaient nerveusement contre son verre d'eau. « Tu as vu ce que je t'ai laissé ?» demanda-t-elle enfin après 30 minutes de bavardage anodin. La liste d'exigences? Oui, je l'avais vue. Ses yeux se plissèrent légèrement à mon choix de mots. Ce ne sont pas des exigences, ce sont des limites. Ce n'était pas la première tentative de mainmise qu'elle essayait récemment. Le mois dernier, elle avait réorganisé mon armoire, jetant des vêtements qu'elle jugeait inappropriés. Il y a 2 semaines, elle avait installé une application de suivi sur mon téléphone pour des raisons de sécurité. Chaque fois, j'avais repoussé fermement mais raisonnablement. Celle-ci, cependant, franchissait une ligne que je ne pouvais ignorer. D'où ça vient? Demandai-je calmement, car ce n'est pas le genre de choses que font habituellement les couples mariés. Elle se redressa sur sa chaise. Ma copine Camille dit que des directives claires sont essentielles pour un mariage moderne. D'ailleurs, j'ai lu en ligne que la plupart des problèmes de couple viennent d'un manque de communication sur les attentes. Camille, bien sûr, son amie récemment divorcée qui lui bourrait le crâne de bêtises depuis la séparation. La même femme qui avait dit à ma femme que la plus grande erreur de son mari avait été de lui laisser trop de liberté. J'ai beaucoup réfléchi à notre relation, continua ma femme, sa voix prenant un ton répété comme une leçon apprise. Ces règles créeront de la structure et amélioreront nos indicateurs de satisfaction. Indicateurs de satisfaction. Qui parle de son mariage comme d'un sondage de service client? Ce n'était pas ma femme qui parlait. C'étaient les mots de quelqu'un d'autre sortant de sa bouche. Je vois, fut tout ce que je dis, en reprenant mon dîner. Ma réaction calme n'était clairement pas ce qu'elle attendait. Elle guettait une dispute, une négociation ou une obéissance immédiate. Mais je ne lui donnai rien de tout cela. Plus tard ce soir-là, quand elle tenta d'aborder à nouveau la liste, je dis simplement que j'avais besoin de temps pour digérer et aller dormir dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, je partis tôt au travail sans la réveiller. Toute la journée, elle m'envoya des textos de plus en plus anxieux, me demandant ce que je pensais de son nouveau système. Je répondis que nous en discuterions correctement le soir. Pendant ce temps, je réfléchissais soigneusement à ma réponse, une qui aborderait non seulement cette liste absurde, mais le pattern inquiétant de contrôle qui s'était installé dans notre mariage. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'était que sa petite liste m'avait forcé à affronter quelque chose que j'évitais depuis des mois. Notre relation avait fondamentalement changé, et pas en mieux. La femme qui valorisait autrefois la spontanéité et le respect mutuel tentait maintenant de réguler nos moments les plus intimes comme une procédure bureaucratique. Quand je rentrais en voiture ce soir-là, j'avais formulé ma réponse. Une réponse simple et claire qui sauverait soit notre mariage, soit le mettrait fin. Dans tous les cas, je refusais de vivre sous un régime de règlement de chambre à coucher et de permission écrite. Il était temps de rétablir le respect sur lequel notre relation était bâtie, ou de partir pour de bon. En y repensant, j'aurais dû voir ça venir. Les problèmes de contrôle n'étaient pas apparus du jour au lendemain. Ils s'étaient insinués progressivement,
comme du lierre envahissant lentement un mur jusqu'à ce qu'on se rende compte que la maison entière est couverte. Quand nous nous sommes mariés, notre relation était équilibrée et respectueuse. Nous prenions des décisions ensemble, nous faisions des compromis naturellement, et notre vie intime était spontanée et épanouissante. Le changement avait commencé subtilement il y a 2 ans. Elle s'était mise à faire de petits commentaires sur mes choix, des suggestions innocentes sur mes vêtements, mes amis, la façon dont je passais mon temps libre. Je me souviens encore du premier incident significatif. J'avais prévu un week-end de pêche avec mes vieux copains d'université, une tradition annuelle depuis des années, dans les eaux calmes de la Loire. 3 jours avant le départ, elle prétendit avoir oublié et programma un dîner avec son patron ce même week-end. Quand je lui rappelai mes plans, elle ne se mit pas en colère. Au lieu de ça, elle devint larmoyante, parlant de comment elle se sentait abandonnée et de comment sa carrière pourrait en pâtir si elle y allait seule. Voulant être solidaire, j'annulai mon voyage. Elle fut tellement reconnaissante après, me couvrant d'affection et de gratitude. Ça faisait du bien d'être Nided, d'être le mari soutenant. Je ne réalisais pas que je renforçais un pattern qui s'étendrait lentement à tous les aspects de nos vies. Après ça, les demandes se multiplièrent. Elle avait besoin que je change mon horaire à la salle de sport parce qu'elle n'aimait pas être seule à la maison le soir. Elle questionnait pourquoi j'avais besoin de voir des amis pour un verre après le boulot quand nous pouvions passer ce temps ensemble. Elle commença à commenter mon alimentation, remplaçant les aliments dans notre cuisine par des alternatives plus saines qu'elle choisissait. Chaque changement semblait raisonnable isolément. Chaque capitulation de ma part était accueillie par une approbation temporaire et de l'affection. Mais les buts bougeaient sans cesse. L'approbation devint plus conditionnelle, l'affection moins fréquente. Notre vie intime suivit la même trajectoire. Ce qui avait commencé comme des préférences « j'aime vraiment quand nous » évolua en critiques subtiles. Faut-il vraiment? Éventuellement, cela se transforma en directive pure et simple. À partir de maintenant, on ne fera plus que. Avec chaque concession de ma part, ses exigences devinrent plus audacieuses. Il y a 6 mois, elle élimina toute spontanéité. Toute affection physique devait suivre son script minutieusement orchestré. Toute déviation était accueillie par des soupirs, des plaintes, où elle n'était soudain plus d'humeur. La joie et la connexion qui devraient exister entre partenaires avaient été remplacées par de l'anxiété de performance et de la marche sur des œufs. La nuit avant qu'elle me présente ces règles infâmes, nous avions eu un autre incident révélateur. Je l'avais approchée affectueusement pendant qu'elle lisait au lit. Rien de présomptueux, juste un baiser sur l'épaule. Elle avait reculé comme si on l'avait touchée par quelque chose de répugnant. Je ne peux pas passer en mode comme ça sans préparation, avait-elle lancé. Il y a un temps et un lieu, et ce n'est pas le moment. Quand je demandais quand ce serait approprié, elle répondit qu'elle me le ferait savoir. Le froid dans sa voix était clair. L'intimité était devenue une ressource qu'elle contrôlait, dispensée comme récompense ou retenue comme punition. J'étais allé me coucher troublé cette nuit-là, mais encore impréparé pour la liste formalisée qui apparut le lendemain. Avec le recul, la liste n'était pas un nouveau développement. C'était juste la codification des règles non écrites qu'elle avait déjà établies. Ce qui me dérangeait le plus n'était pas le contenu des règles en soi, bien qu'elles fussent ridicules à souhait. C'était ce qu'elles représentaient. La détérioration complète du respect mutuel dans notre relation. J'étais devenu un subordonné dans mon propre mariage, censé suivre des directives plutôt que participer en partenaire égal. Ce soir-là, après notre brève conversation au dîner, j'allais dans mon bureau à la maison pendant qu'elle regardait la télévision. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à rechercher ce que je soupçonnais depuis un moment, que les changements de comportement de ma femme étaient influencés par plus que juste son amitié avec Camille. Bien sûr, je trouvai plusieurs livres de développement personnel dans son historique de navigation, avec des titres éloquents comme Astérisque dynamique de pouvoir dans le mariage astérisque et Astérisque comment dresser son mari astérisque. Je découvris aussi qu'elle s'était inscrite à un forum en ligne où des femmes échangeaient des tactiques pour dompter leurs partenaires. Mon estomac se noua en lisant des posts qu'elle avait aimés sur le fait de briser son indépendance et d'établir une dominance dans la chambre à coucher. Ce n'était plus ma femme. C'était quelqu'un qui avait été systématiquement radicalisé pour voir notre mariage comme une lutte de pouvoir plutôt qu'un partenariat. Et maintenant, j'avais une décision à prendre. Me soumettre à cette nouvelle réalité ou prendre une action décisive pour soit restaurer notre relation, soit la terminer avec ma dignité intacte. Cette nuit-là, je dormis à nouveau dans la chambre d'amis, prétextant avoir besoin d'espace pour digérer les nouvelles règles.
Ma femme semblait déstabilisée par mon calme, attendant clairement soit une obéissance immédiate, soit une colère explosive. Ma réponse mesurée la laissa incertaine et légèrement anxieuse, un avantage tactique que je n'avais pas anticipé, mais que j'accueillis. Le lendemain matin était un samedi. Je partis tôt, lui disant que j'avais besoin de vider ma tête. En réalité, j'avais un plan. Si j'allais aborder cette situation efficacement, j'avais besoin de plus d'informations sur ce qui motivait son comportement. Je rencontrai notre ami commun, Rémi, dans un café du quartier latin, de l'autre côté de Paris. La femme de Rémi et la mienne avaient été proches pendant des années avant que Camille n'entre en scène. Ces derniers mois, elle s'était éloignée alors que ma femme passait plus de temps dans son nouveau cercle social. Elle est complètement changée, dit Rémi après que je lui eus expliqué la situation. Ma femme a essayé de lui parler le mois dernier après qu'elle ait fait des commentaires inquiétants sur le fait de t'entraîner correctement. Camille était là et interrompait pratiquement chaque phrase, disant que les femmes doivent reprendre leur pouvoir dans les relations. La confirmation de Rémi correspondait à mes soupçons. Ce n'était pas juste une question de règles de chambre à coucher. Ma femme avait été méthodiquement influencée pour voir notre mariage comme une lutte de pouvoir. Elle avait besoin de gagner. Le divorce de Camille l'a vraiment chamboulée, continua Rémi. D'après ce que j'entends, elle est convaincue que c'est arrivé parce qu'elle a laissé trop de liberté à son mari. Maintenant, elle est en mission pour aider les autres épouses à éviter son sort. Cela expliquait la fixation soudaine sur le contrôle. Ma femme ne créait pas juste des règles arbitraires. Elle suivait un playbook écrit par quelqu'un dont le mariage avait implosé, tentant désespérément d'éviter le même sort par des moyens totalement contre-productifs. Je remerciai Rémi et partis avec plus de clarté. Sur le chemin du retour, je formulai mon approche. Une confrontation directe ne ferait que déclencher de la défensive. Négocier les règles impliquerait d'accepter leur légitimité. Une obéissance passive-agressive nous détruirait tous les deux. Non, cela requérait une réponse stratégique qui adressait la racine du problème, le respect fondamental et l'égalité sur lesquels notre mariage était censé être bâti. Quand j'arrivai à la maison, ma femme était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Ses mouvements tendus et délibérés. Elle m'avait envoyé 3 textos pendant que j'étais dehors, chaque message plus incisif que le précédent sur le besoin de finaliser notre arrangement. « Il faut qu'on parle des règles », dit-elle immédiatement. « Nous en parlerons », l'assurai-je. « Mais d'abord, j'aimerais t'emmener dîner ce soir dans un endroit sympa. » Elle parut surprise mais ravie. « Tu es enfin prêt à discuter des termes ? » « Je suis prêt à avoir une conversation importante sur notre mariage, » répondis-je neutrement. « En attendant, je pense qu'on a tous les deux besoin d'une journée pour se détendre. Pourquoi ne pas aller faire un massage cet après-midi ? C'est pour moi. » L'offre inattendue désarma sa suspicion. Elle accepta, supposant probablement que mon geste indiquait une capitulation imminente. Après qu'elle partit pour le spa, je commençai à préparer ma réponse, non pas dans la colère ou la hâte, mais avec une considération attentive de ce que je voulais vraiment de notre mariage. Je passai l'après-midi à revoir nos photos de mariage, à relire de vieilles cartes d'anniversaire, et à réfléchir à quand les choses étaient bien entre nous. Je n'étais pas prêt à jeter 5 ans de mariage, mais je ne sacrifierais pas non plus mon respect de soi pour le préserver. Ce soir-là, je réservai une table dans le restaurant chic du Marais où nous avions fêté notre premier anniversaire. Je m'habillai élégamment, nous y conduisis dans un silence confortable, et veillai à ce que nous soyons assis dans un coin privé où notre conversation ne serait pas entendue. Après avoir commandé, ma femme posa un petit carnet sur la table, probablement pour documenter quelles concessions ou contre-offres je pourrais faire à ces règles. Cette vue renforça ma détermination. « Avant de discuter de ta liste, dis-je calmement, j'aimerais comprendre quelque chose. Que espères-tu que ces règles accompliront dans notre mariage ? » Elle semblait préparée à cette question. Structure et clarté. Les relations échouent quand les attentes ne sont pas claires. Je prends l'initiative de définir des paramètres qui nous bénéficieront à tous les deux. Intéressant, répondis-je. Et prévoyais-tu de suivre des règles similaires toi-même ? Cette question l'a pris au dépourvu. Les règles concernent ton comportement, pas le mien. Je vois. Donc, ce n'est pas sur des attentes mutuelles. C'est sur le contrôle de mon comportement spécifiquement. Ses yeux se plissèrent. C'est sur l'établissement de limites saines. Les limites sont quelque chose qu'on établit ensemble, comptai-je. Ce que tu as créé est un ensemble unilatéral d'exigences.
Je voyais la frustration monter sur son visage. Elle n'avait pas anticipé que je défierais le principe plutôt que les règles spécifiques. Vas-tu les accepter ou pas, demanda-t-elle enfin. J'ai préparé ma réponse, dis-je, en plongeant la main dans ma veste. Mais d'abord, je veux que tu saches que je me souviens de la femme que j'ai épousée. Quelqu'un qui valorisait le partenariat, le respect mutuel et une connexion authentique. J'espère qu'elle s'en souvient aussi. Je posai une enveloppe scellée sur la table entre nous. Elle la regarda, puis me regarda, de l'incertitude passant sur son visage. Ouvre-la, dis-je. Elle contient ma réponse simple à tes 15 règles. Elle tendit la main vers l'enveloppe avec une visible appréhension, ses doigts tremblant légèrement. Tandis qu'elle l'ouvrait, je maintins un contact visuel stable, mon expression délibérément neutre. À l'intérieur, une seule feuille de papier, non pas une contre-proposition ou une négociation de ces règles, mais quelque chose de totalement différent. Le document était un accord de divorce préliminaire déjà rempli avec nos informations de base. Pas déposé, pas finalisé, mais complet assez pour démontrer la gravité de ma réponse. Son visage blêmit en réalisant ce qu'elle voyait. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, bien que la réponse fût évidente. « Ma réponse, dis-je calmement. Tu m'as présenté 15 règles qui changent fondamentalement la nature de notre relation. Ceci est ma contre-offre. Un simple choix. » Elle fixa le document, puis me regarda, le choc évident sur son expression. « Tu demandes le divorce parce que j'ai posé des limites. » Non, la corrigeai-je. Je te montre ce qui arrive quand une personne dicte unilatéralement les termes d'un mariage. Ce que tu m'as donné n'était pas un ensemble de limites. C'était un ultimatum qui transformait notre relation d'un partenariat en une dynamique de pouvoir où tu contrôles même nos moments les plus intimes. Ses mains se mirent à trembler plus visiblement. Mais je pensais que tu discuterais juste des règles ou suggérerais des changements, ce qui validerait le principe que tu as l'autorité d'imposer de telles règles en premier lieu. Je répondis, je rejette ce principe entièrement. Nos plats arrivèrent, créant une pause maladroite tandis que le serveur posait nos assiettes et repartait. Ni l'un ni l'autre ne bougea pour manger. C'est extrême, dit-elle, sa voix montant légèrement. Tous les mariages ont des règles et des attentes. Certes, mais les mariages sains établissent ces attentes ensemble par respect et considération mutuelle. Ce que tu as fait, c'est rédiger un contrat me traitant comme un subordonné qui a besoin d'être réglementé plutôt qu'un mari qui mérite du respect. Je bus une gorgée d'eau avant de continuer. Laisse-moi te demander quelque chose. D'où viennent ces règles spécifiques? Les as-tu créées basées sur tes propres besoins ou suis-tu le template de quelqu'un d'autre pour contrôler ton mari? Son évitement soudain de contact visuel me dit tout. Camille en a suggéré certaines, admis-elle à contre-cœur, mais j'en ai ajouté de mes propres. Et les livres et forums, ceux sur l'établissement de la dominance et la rupture de l'indépendance d'un homme. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise que je sache pour cela. Tu as fouillé mon historique de navigation, tout comme tu as fouillé mon téléphone, mes emails, mon armoire, et apparemment maintenant tu veux réglementer mon corps et ma sexualité. Comptez-je sans hausser la voix. La différence, c'est que je l'ai fait pour comprendre pourquoi ma femme s'est soudain transformée en quelqu'un que je ne reconnais plus. Elle regarda à nouveau les papiers de divorce, la réalité s'imposant. Tu ne peux pas être sérieux à propos de ça. 5 ans de mariage et tu jetterais tout pour une liste. C'est précisément ma question pour toi, répondis-je. Es-tu prête à jeter notre mariage pour ton besoin de me contrôler? Parce que c'est ce que représente cette liste. La mort de l'égalité et du respect mutuel dans notre relation. Je me penchai légèrement en avant. La femme que j'ai épousée valorisait le partenariat. Nous prenions des décisions ensemble. Nous respections l'autonomie de l'autre. Notre vie intime était une expression de désir mutuel et de connexion, pas une performance programmée avec des formulaires d'évaluation. Quelque chose bougea dans son expression, la première fissure dans la façade de certitude qu'elle projetait. Pour un bref instant, j'aperçus la femme que j'avais épousée, me regardant avec confusion et peur. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda-t-elle enfin, sa voix plus petite. « Je veux ma femme de retour, dis-je simplement. Pas cette nouvelle version qui voit le mariage comme une lutte de pouvoir. Je veux la femme qui nous voyait comme des égaux, qui n'avait pas besoin de contrôler chaque aspect de mon comportement pour se sentir en sécurité. » Je gesticulai vers les papiers de divorce. Ils ne sont pas encore déposés. Qu'il le soit un jour ou non dépend entièrement de ton prochain mouvement, mais comprends ceci.
Je ne vivrai pas selon tes règles. Je ne serai pas évalué, programmé et réglementé dans mon propre mariage. Soit nous reconstruisons notre relation sur du respect mutuel, soit nous n'avons plus de relation du tout. Elle fixa le document pendant ce qui sembla une éternité. Quand elle leva enfin les yeux, des larmes s'étaient formées. « Je ne veux pas de divorce, murmura-t-elle. « Alors tu as une décision à prendre, répondis-je doucement mais fermement. Tu peux avoir un mari qui est un partenaire égal, ou tu peux avoir ses règles. Tu ne peux pas avoir les deux. » J'étendis la main au-dessus de la table, sans la toucher mais l'offrant ouverte. « Le choix t'appartient, mais choisis avec soin car ce moment définira notre avenir ensemble ou séparés. » Le restaurant continuait son bourdonnement tranquille d'activités autour de nous, d'autres couples discutant et savourant leur repas, totalement inconscients du moment pivotal qui se déroulait à notre table. Ma femme fixa ma main tendue, puis les papiers de divorce tandis que le poids total de sa décision s'abattait sur ses épaules. Les larmes qui s'étaient accumulées dans ses yeux débordèrent enfin. Elle ne fit aucun geste pour les essuyer tandis qu'elles coulaient silencieusement sur ses joues. Pendant près d'une minute entière, elle resta figée, fixant les papiers de divorce comme s'ils pouvaient soudain se transformer en quelque chose de moins grave. Puis, avec des doigts tremblants, elle prit le document et le déchira en deux. Puis en quatre, continua-t-elle jusqu'à ce que les papiers soient réduits en petits morceaux irréparables. « Je ne veux pas de ça, dit-elle, sa voix se brisant. « Je ne veux pas te perdre. » Je maintins ma composure malgré la vague d'émotions que je ressentais. Déchirer ce papier ne résout pas notre problème. Je peux en imprimer une autre copie si rien ne change. Elle poussa le tas de papier déchiré de côté et tendit la main vers ma main toujours tendue. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Je ne réalisais pas ce que je faisais à nous. »« Je pense que si, répondis-je, pas méchamment, mais fermement. Tu as fait des choix délibérés. Ce dont j'ai besoin, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui t'a fait croire que me contrôler était nécessaire pour que notre mariage fonctionne ?» Elle retira sa main et regarda ailleurs, de l'embarras se mélangeant maintenant à la tristesse sur son expression. Le restaurant autour de nous continuait son doux bourdonnement de conversation et de verres qui tintent, créant un arrière-plan étrange pour notre moment intensément privé de reckoning. Ça a commencé avec Camille, admit-elle enfin après son divorce. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait échoué parce qu'elle avait donné trop de liberté à son mari, que les hommes ont besoin de limites et de contrôle ou ils finissent par partir ou tromper. « Et tu l'as cru ?» demandai-je, malgré 5 ans de preuves contraires dans notre propre mariage. « Pas au début, dit-elle, mais elle était si convaincue, si certaine. Elle m'a présenté à son groupe de soutien. D'autres femmes qui suivaient cette philosophie, elles avaient toutes des histoires sur comment établir le contrôle avait sauvé leur mariage. Sauf que Camille elle-même est divorcée. Je le soulignais, elle dit que c'est parce qu'elle a implémenté ses stratégies trop tard. Elle baissa les yeux sur son assiette intacte. Je sais à quel point ça sonne maintenant, en le disant à voix haute. Mais quand tu es dans cette chambre d'écho, entendant le même message répétitivement de multiples sources, ça commence à faire un sens tordu. Je l'étudiais, cherchant des signes de la femme que je connaissais, et les forums en ligne, les livres sur la rupture de l'indépendance d'un homme. La couleur monta à ses joues. Le groupe de Camille les recommandait. Elles ont cette théorie que les mariages modernes échouent parce que les femmes ont abandonné leur autorité naturelle dans le foyer. Elles croient que reprendre ce contrôle est essentiel, surtout dans les affaires intimes. Donc, les règles de chambre à coucher n'étaient pas vraiment sur notre intimité du tout, dis-je. Elles étaient sur le contrôle. Elle hocha imperceptiblement la tête. La leader du groupe dit que réglementer l'intimité physique est le moyen le plus rapide d'établir la dominance dans une relation. Sa voix était devenue si basse que je dus me pencher pour l'entendre. Elle promet qu'une fois que le mari accepte le premier ensemble de restrictions, sa résistance aux autres formes de contrôle diminue rapidement. La nature calculée de tout ça me frappa comme un coup physique. Donc, j'étais conditionné comme un animal. De nouvelles larmes emplirent ses yeux. Quand tu le dis comme ça, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Je l'interrompis, ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Je pris une inspiration, reprenant ma composure. Tu me manipulais délibérément comme partie d'un plan stratégique pour enlever mon agency dans notre relation. Elle couvrit son visage de ses mains. J'avais peur, admit-elle à travers ses doigts. Camille et les autres n'arrêtaient pas de me prévenir que si je ne prenais pas le contrôle, je finirais abandonné comme elle.
Elle faisait sonner ça comme une inévitable que tous les hommes finissent par partir à moins d'être correctement gérés. Et quelles preuves présentait-elle pour soutenir cette théorie? Demandai-je. Outre leurs propres relations échouées, elles avaient des témoignages, dit-elle faiblement, entendant clairement à quel point ça sonnait inadéquat. Des femmes qui prétendaient que ces techniques avaient sauvé leur mariage. Tu les as déjà rencontrées? Parlé à leur mari? Elle secoua la tête. Donc, tu étais prête à détruire ce que nous avions bâti ensemble basé sur les conseils d'étrangers sur Internet et d'une amie divorcée qui travaille clairement sur ses propres problèmes. Elle baissa les mains. Son maquillage strié par les larmes. Quand tu le dis comme ça sonne ridicule. C'est ridicule, acquiesçai-je. Mais c'est aussi profondément blessant. Tu n'as pas eu confiance en nous, en moi, assez pour résister à cette influence toxique. J'avais tort, murmura-t-elle, tendant à nouveau la main vers la mienne. Cette fois, je la laissai la prendre. Je me suis laissé emporter par la peur et de mauvais conseils. Mais ce n'est pas vraiment moi. Tu le sais, n'est-ce pas? La femme que tu as épousée n'aurait pas fait ça. Je l'étudiais de près, pesant sa sincérité contre la campagne de contrôle méthodique qu'elle avait menée. La question est de savoir si cette femme existe encore ou si elle a été remplacée par quelqu'un qui me voit comme un adversaire à contrôler plutôt qu'un partenaire qui mérite du respect. Elle serra ma main désespérément. Elle existe. Je existe. S'il te plaît, supplia-t-elle, dis-moi comment réparer ça. Je retirai doucement mais fermement ma main. Ça dépend de ce que réparer signifie pour toi. Si tu cherches le geste minimum requis pour éviter le divorce tout en continuant le même pattern sous-jacent, il n'y a rien à discuter. Non? Elle secoua la tête emphatiquement. Je veux nous de retour. Le vrai nous. Alors nous avons du travail à faire, dis-je. Commençant par ta liste. Nous ne finîmes pas notre repas cette nuit-là. Au lieu de ça, nous payâmes l'addition et rentrâmes en silence contemplatif. Une fois dans la maison, ma femme alla directement dans notre chambre à coucher et revint tenant sa liste de règles, ses mains tremblant encore légèrement. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça » demanda-t-elle, debout au centre de notre salon, l'air perdu et incertaine. « Ce que tu fais devrait être ta décision, » répondis-je, m'asseyant sur le canapé. Pas la mienne, pas celle de Camille, pas celle de Forum. Qu'est-ce que tu crois vraiment être juste pour notre mariage? Elle regarda le papier, puis moi. Sans hésiter, elle le déchira en morceaux, non pas avec l'énergie désespérée qu'elle avait montrée avec les papiers de divorce au restaurant, mais avec des mouvements délibérés et décisifs. Quand elle eut fini, elle laissa les fragments tomber dans notre cheminée. « Je veux le brûler, dit-elle. Je veux le voir disparaître complètement. » Je hochai la tête et lui tendis la boîte d'allumettes du manteau de cheminée. Elle gratta une allumette et la laissa tomber sur le papier déchiré, regardant les flammes consumer les preuves de sa tentative mal avisée de contrôle. « C'est un début, dis-je tandis que les derniers morceaux noircissaient et se recroquevillaient. Mais le papier est facile à détruire. Reconstruire la confiance est bien plus dur. » Elle s'assit à côté de moi, maintenant une distance respectueuse. « Je ferai tout ce qu'il faut. D'abord, j'ai besoin de savoir tout, dis-je. Jusqu'où ça va? Quels autres aspects de notre vie commune ont été influencés par cette philosophie? Sur les 3 heures suivantes, elle confessa des manipulations que je n'avais même pas détectées. Des façons subtiles dont elle avait implémenté cette stratégie de contrôle au-delà de la liste évidente. Elle avait supprimé sélectivement des messages d'amis masculins sur mes réseaux sociaux. Elle avait, accidentellement, rétréci mes vêtements préférés au lavage. Elle avait même appelé mon patron une fois, se faisant passer pour un cabinet médical pour me sortir d'un voyage d'affaires. Chaque révélation piquait, mais je maintenais ma composure. Ce n'était pas sur la punition ou la vengeance. C'était sur la transparence complète comme fondation pour reconstruire. Et Camille et ce groupe, demandai-je quand elle eut fini. Je couperai tout contact complètement, dit-elle sans hésiter. J'ai déjà supprimé le compte du forum pendant que tu étais aux toilettes au restaurant. J'étais si honteuse quand j'ai vu ton visage en décrivant ce que j'avais fait. Et comment savoir que ce n'est pas juste une autre retraite stratégique, une concession temporaire pour regagner ma confiance avant d'implémenter une version plus subtile du même plan? C'était une question dure, mais nécessaire. Elle tressaillit, mais ne détourna pas le regard. Tu ne peux pas, admit-elle. Les mots ne veulent rien dire pour l'instant,
mais j'espère qu'avec le temps mes actions prouveront que c'est réel. Elle hésita, puis ajouta, j'ai aussi pris rendez-vous avec une thérapeute pour moi, pas de thérapie de couple encore. J'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai été si facilement influencé pour trahir tout ce que nous avons bâti ensemble. Cela me surprit. Cela montrait une conscience du problème plus profond que je n'avais pas anticipé. C'est un bon pas, reconnus-je. Mais je veux être clair. Je ne reste pas dans cette maison ce soir, ni peut-être pour plusieurs nuits. J'ai besoin d'espace pour digérer tout ça. La peur passa sur son visage. Tu me quittes? Non. Je prends du temps pour réfléchir. Il y a une différence. Je me levai et allai dans notre chambre pour préparer un petit sac. Elle me suivit mais resta dans l'encadrement de la porte, regardant silencieusement tandis que je ramassais l'essentiel. Quand rentreras-tu? Demanda-t-elle enfin quand je fermai la fermeture éclair du sac. Quand je serai prêt, répondis-je. Pas avant. Et quand je le serai, nous établirons de nouvelles limites ensemble. Des attentes mutuelles basées sur le respect, pas le contrôle. Avant de partir, je me tournai vers elle une dernière fois. Une chose de plus. Je veux accès à ton téléphone et tes comptes. Le même niveau de transparence que tu as exigé de moi. Pas parce que je veux te contrôler, mais parce que la confiance doit être reconstruite de zéro. Elle me tendit son téléphone sans hésiter. Déverrouillé. Tout est ouvert pour toi. Plus de secrets. La semaine suivante fut une période de reconstruction prudente. Je restai à l'hôtel pendant 3 nuits, utilisant le temps pour considérer ce que je voulais vraiment. Quand je rentrai à la maison, nous commençâmes le lent processus de reconstruire notre relation sur des termes plus sains. Elle alla en thérapie 2 fois par semaine. Elle rompit son amitié avec Camille malgré les tentatives manipulatrices de la femme pour maintenir le contact. Le plus important, elle revint progressivement à la personne que j'avais épousée. Réfléchie, respectueuse, et me traitant comme un partenaire plutôt qu'un sujet à contrôler. 6 mois plus tard, notre mariage est plus fort qu'il ne l'a été depuis des années. L'intimité qui avait été réglementée jusqu'à l'extinction est revenue. Maintenant basée sur le désir mutuel et la communication ouverte plutôt que sur des dynamiques de pouvoir. Nous prenons des décisions ensemble. Nous respectons l'indépendance de l'autre tout en choisissant de bâtir une vie commune. La semaine dernière, elle me tendit une enveloppe similaire à celle qui avait contenu ces règles infâmes. À l'intérieur, une liste différente. Pas des exigences, mais des expressions de gratitude pour les façons spécifiques dont je l'avais soutenue au fil des ans, et des excuses sincères pour avoir perdu de vue le partenariat que nous avions bâti. Ta réponse simple a tout changé, écrivait-elle à la fin. Tu aurais pu répondre au contrôle par du contrôle ou simplement partir. Au lieu de ça, tu as offert un choix clair qui m'a forcé à affronter ce que je détruisais. Merci de t'être battu pour nous quand j'avais oublié ce pourquoi ça valait la peine de se battre. Parfois, la réponse la plus puissante à quelqu'un qui essaie de te contrôler n'est ni la colère ni la soumission. C'est la force tranquille de connaître sa propre valeur et de refuser d'accepter moins que le respect que l'on mérite. La liste de règles de chambre à coucher de ma femme n'a pas juste disparu cette nuit-là. Elle a été remplacée par quelque chose de bien plus significatif. Un engagement sincère à l'égalité et au respect mutuel qui rend un mariage digne d'être vécu. Notre histoire touche à sa fin. Si vous avez lu jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à mon blog? Ça nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres récits pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.